Bonjour à tous et bienvenue à cette 18e édition du Midi Recherche, un événement organisé par le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Je remercie nos participants aujourd'hui, les participantes, d'avoir accepté de se prêter au jeu du Midi Recherche, qui est une formule rapide pour prendre connaissance des travaux de chercheurs qui font partie du laboratoire, dans le but d'élargir les collaborations entre nos membres et de permettre aussi la discussion entre des professionnels de différentes disciplines. Je vous rappelle la marche à suivre. Vous aurez chacune au maximum 10 minutes pour présenter un volet de la recherche et la présentation sera suivie d'une période de questions d'environ 15 à 20 minutes. Donc, je vous demande de respecter les temps demandés et je vous indiquerai lorsqu'il vous restera une minute pour présenter environ pour que vous puissiez conclure. Donc, vous voyez donc le plan de marche de la rencontre à l'écran. Donc, le projet L'engagement bénévole en culture sera présenté par Julie Fortier, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, par Marie-Claude Lapointe, professeure titulaire au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université à Trois-Rivières, et Aude Porceda, professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, je vais commencer par présenter chacun des participants, chacun des participants aujourd'hui. Julie Fortier détient un doctorat en études urbaines de l'Université du Québec à Montréal. Elle est professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses intérêts de recherche touchent le bénévolat, la concertation et la participation publique. Elle a par ailleurs effectué une vingtaine d'études sur l'action bénévole exercée dans diverses organisations liées aux loisirs, au sport, à la culture, au communautaire, à la santé, à l'intergénérationnel, etc., auprès de jeunes, d'aînés, de personnes retraitées ou d'officiels en sport. Julie est également co-directrice du laboratoire en loisirs et vie communautaire, effectuant des recherches sur ces thématiques. Marie-Claude Lapointe est professeure titulaire au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'UQTR. Auparavant, elle a occupé le poste de chargée de recherche au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, puis au ministère de la Culture et des Communications. Et ses principaux intérêts de recherche portent sur la sociologie de la culture, les pratiques culturelles, la culture et le numérique, le cosmopolitisme culturel, les publics et non publics de la culture, ainsi que la culture et le territoire. Elle est membre du laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Aude Porceda est professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières, directrice de la collection 21 aux éditions Hermann à Paris. Madame Porceda étudie la gestion du changement vers le développement durable et le lien entre santé et culture à travers la question de l'accessibilité universelle dans les musées. Cette démarche appelle à dépasser l'opposition traditionnelle entre valeurs en usage et valeurs affichées et plaide pour l'étude des institutions culturelles, compris comme des organisations à part entière. Donc, je cède donc la parole à Julie Fortier. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Sweetie, je vous propose de voir, en fait, on regarde ensemble une étude que l'on a menée Aude Porceda, Marie-Claude Lapointe et moi. Puis, bon, d'abord, vous expliquer le contexte, ensuite les objectifs de la recherche, un résumé de la démarche méthodologique, puis les résultats. Donc, le focus va être vraiment mis sur les résultats qui sont en 3 temps. En fait, il y a les résultats d'entretien auprès de gestionnaires d'organisations qui accueillent des bénévoles. Un autre, des groupes de discussion, en fait, avec des bénévoles en culture, loisirs culturels et des non-bénévoles en loisirs et loisirs culturels, puis par la suite, un questionnaire. Donc, j'ai dit 3, mais c'est 4 collègues de données. C'est tout sur super, excellent. Donc, tout d'abord, le contexte, c'est important de savoir, vous savez possiblement que le bénévolat en loisirs, culture, sport est extrêmement important pour le loisir, notamment le loisir public, en fait. Donc, il y a plusieurs organisations qui dépendent des bénévoles pour assurer leur service. Puis il y a plusieurs recherches aussi qui ont été faites sur le bénévolat dans les dernières années, notamment depuis 2001 avec l'année internationale du bénévolat. Il y en a quelques-unes sur le bénévolat en loisirs, en sport, mais très, très peu sur le bénévolat spécifiquement en culture.
Donc, le RABQ a eu un mandat du ministère de la Culture et de la Communication de faire une étude pour mieux saisir qui sont les bénévoles en culture, loisirs culturels, parce qu'il y a aussi des enjeux sur ces termes-là, culture, culturelle, donc regarder les deux secteurs, voir s'il y a des différences aussi entre les deux, ou tout simplement les voir les deux ensemble. Puis, ben, ça, à partir évidemment de l'orientation 1 de la politique culturelle qui consiste à voir le bénévole, à les connaître, puis à faire valoir leur travail. Donc, pourquoi étudier le bénévolat en culture? Ben, comme mentionné, il y a plusieurs études qui montrent que le bénévolat est extrêmement essentiel, puis où il se fait plus de bénévolat au Québec, au Canada, ailleurs, c'est en loisir, sport, en culture. Puis souvent, on les met ensemble, tu sais, loisir, sport, culture, ou loisir, culture, art, culture, loisir, bref, on fait des amalgames, puis ça fait en sorte qu'on n'a pas le portrait réel du bénévolat uniquement en culture. Donc, le RABQ nous a demandé, ben, est-ce que c'est possible? Le RABQ étant le réseau d'action bénévole du Québec, chapeaute plusieurs, peut-être l'ensemble des secteurs où se passe, se font de bénévolat au Québec. Donc, c'est le répondant, en fait, de Bénévolat Canada. Donc, c'est l'instance provinciale. Donc, eux qui ont été mandatés pour faire le bénévolat en culture, ben, on dit, ça serait bien, on devrait avoir un portrait sociodémographique de nos bénévoles et bénévoles en culture, ça connaître leur motivation à s'engager, motivation à poursuivre leur engagement bénévole. Pourquoi certains ne font pas de bénévolat en culture, puis pourquoi ceux qui en font, ben, des fois, quittent. Donc, on a décidé d'embarquer dans la démarche. Puis, moi, étant, j'oserais dire spécialiste, mais du moins étudiant de bénévolat depuis plusieurs années, la culture m'échappait. C'est un petit volet que je n'avais pas exploré, donc j'allais chercher deux expertes, soit Marc-Claude Lapointe, puis on pensait là pour m'accompagner là-dedans. Donc, dans les objectifs, comme c'est précisé, ben, c'est faire le portrait sociodémographique, regarder les motivations à s'engager. Donc, pourquoi, dans un premier temps, on est attiré par une organisation, puis on bloque, on embarque. Puis pourquoi on poursuit cet engagement-là, parce qu'on peut aussi quitter. Puis pourquoi on abandonne justement notre engagement bénévole. Puis, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'il y a une différence entre s'engager bénévolement en culture, en sport, puis autres volets. Puis pourquoi certains, justement, ne vont jamais, font plein de bénévolat toute leur vie, mais ne vont jamais s'engager en culture. Ça aussi, c'était quelque chose qui nous intéressait à regarder. Au niveau métaux, ben, nous, ce qu'on partait au départ, ce qu'on voulait faire, c'est une étude qualitative, donc faire des groupes de discussion avec des bénévoles ou des non-bénévoles, puis regarder, bon, la fois de motivation, tout ça, les pas quitte, pas il reste, etc. Et même chose au niveau quantitatif, mais aller dans l'ensemble, si on veut, des modalités de gestion des bénévoles, de l'accueil jusqu'à la reconnaissance. Donc, qualitatif, quantitatif. Là, en allant dans les écrits, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choses sur le bénévolat en culture. Donc là, on n'avait pas beaucoup de matière pour faire nos grilles d'entrevue ou pour faire nos questionnaires, notre questionnaire. Donc, on s'est dit, OK, on va aller faire des entretiens exploratoires. Donc, on va aller rencontrer des organisations culturelles, culturelles pour en savoir un petit peu plus, pour après ça être plus alimenté pour nourrir nos grilles d'entrevue, justement, et questionnaire qui allait dans une deuxième temps. Donc, voilà, je laisserai la parole à ma collègue Aude pour vous parler justement des résultats des entretiens exploratoires. Alors, les entretiens exploratoires, comme mentionnait Julie, c'était vraiment l'idée d'avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passait, parce que la littérature ne nous permettait pas d'aller finement pour explorer cette question-là. Alors, il y a eu 8 entretiens individuels exploratoires avec des représentants d'organismes variés, que ce soit le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui en l'occurrence est quand même le VIP du bénévolat, puisque les bénévoles s'organisent même un voyage dans le sud chaque année. Après, on a eu l'École supérieure de ballet de Québec, qui est intéressant parce qu'eux font face aux enfants. Donc, pour eux, les bénévoles, ben, ils doivent faire composer avec les parents, un peu comme dans les écoles classiques. Le Salon du livre de Montréal, où on a aussi une diversité de bénévoles. L'Histoire et Archives Laurentides, Culture Montréal, Evenco, le Festival Juste pour rire,
qui était intéressant dans le sens où c'est beaucoup plus des jeunes, et vous allez voir qu'ils cherchent plus de reconnaissance. Et le Jardin botanique de Montréal, qui ressemble un peu au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans le sens où ça va chercher surtout les aînés. Puis on a aussi vu des personnes, vous verrez après, de différents âges, de différentes provenances, pour composer les bénévoles en culture. Donc ça, c'est pour les premières parties. On va passer à la diapo suivante. Le profil des bénévoles, c'était des personnes qui pouvaient être à la fois dans des CA, pas tous, hein, mais certains étaient souvent dans les CA ou dans des comités d'expertise, et d'autres étaient sur le terrain. Donc on voyait à la fois une forme de professionnalisation ou alors un passe-temps, une passion, beaucoup de passion. Il y a une différence générationnelle en fonction du type d'institution. Comme j'ai mentionné, le Festival Juste pour Rire, on va retrouver plus des jeunes, alors que dans les espaces muséaux, patrimoniaux, ça va être beaucoup plus des personnes âgées et des femmes généralement. On voit que la durée de l'engagement, et vous allez voir, il est pareil, il varie, mais en général, les gens s'engagent pour une longue période. Ils sont vraiment passionnés. Ils ont un plaisir à rencontrer les artistes, pour certains à rencontrer les visiteurs, etc. Et ça varie. Et comme vous voyez, d'une école de danse en passant par un festival ou un musée, il y a une grande variabilité, comme je l'ai un peu évoqué auparavant. Les tâches aussi sont variables. Ça va de l'accueil au niveau des comptoirs, etc., ou l'organisation, le soutien à l'organisation d'un concours, d'un événement, jusqu'à carrément l'animation dans les espaces pour accueillir les publics, pour diffuser des contenus, que ce soit sur les plantes, sur les collections. Et puis parfois même justement dans les festivals, ça peut être au niveau de tout ce qui est logistique, etc. Au niveau de la formation, on voit que la plupart, certains lieux culturels font des formations obligatoires, même payantes, allant parfois jusqu'à quand même 1 500 $. Et d'autres, ça va être des formations au coût enfin, soit par les pairs, soit par des rencontres, souvent avant l'été, parce que les périodes en culture sont beaucoup plus importantes au niveau de l'arrivée du printemps et de l'été. Et donc, on voit tout un cycle de formation des bénévoles qui est organisé, planifié. Pareil pour la sélection, on voit qu'il y a quand même ça existe, il y a des listes d'attente, il faut postuler quasiment la plupart du temps pour pouvoir entrer dans les secteurs de la culture. Donc, c'est intéressant de voir que ça reste un lieu où il faut justement passer par plusieurs portes, présenter plusieurs qualités pour pouvoir s'intégrer. Voilà, pour la diapo suivante. De toute façon, ces propos-là vont être précisés après par Julie puis par Marie-Claude. Pareil, les stratégies de recrutement, c'était vraiment intéressant de les rencontrer. Et puis même entre eux, ils ont apprécié parce qu'ils voyaient leurs différences et leurs points communs. Beaucoup par le bouche à oreille et le réseautage. Il y a quelques affichages, mais vous voyez, ça reste sur le site internet, donc ça va rejoindre que les gens qui sont vraiment intéressés et qui veulent y aller. Pareil, quand il y a des anciens, il y a des démarches qui sont faites après pour aller chercher ceux qui étaient là, qui s'étaient engagés dans l'institution en tant qu'élèves ou parfois en tant qu'employés. Ça passe par les réseaux sociaux. Quelques-uns, surtout les festivals, vont passer par tout un système de sous-traitance parce que c'est extrêmement complexe. Dans un festival, c'est à un moment donné, et puis c'est plusieurs bénévoles qui sont nécessaires pour assurer aussi bien l'accueil, comme je disais, des artistes, les buvettes, enfin tout ce qui est recyclage, tout ce qui est technique, enfin toute l'organisation en fait, le soutien à l'organisation. Donc là, il y a des groupes de personnes qui s'occupent de recruter des bénévoles. Dans le cas du Salon du Livre, la participation qui va permettre tout d'un coup de s'engager. Et on peut voir aussi des recrutements sur place en fonction de la dynamique, etc. Ou par le biais d'organismes. Donc voilà pour la diapo. Souvent, on a remarqué que, comme j'ai dit, il y a des formations carrément même payantes. C'est pas partout pareil, hein, c'est pas généralisé, mais ça reste il y a une évaluation des compétences qui est faite, une sélection. Pour certains, on a carrément demandé un CV, une lettre de présentation pour pouvoir justement s'assurer que leur contact avec le public est possible et aussi qu'ils détiennent les connaissances, la souplesse pour accueillir des publics soit internationaux, soit locaux, soit spécifiques au lieu, parce qu'il y a des enjeux d'image qui sont importants. Il y a
Il y a une fierté aussi de représenter la culture et l'identité québécoise, de représenter les artistes, l'art ou la science, donc la culture en général. Donc il y a vraiment la volonté d'avoir un niveau de présentation qui est, qui respecte les valeurs des institutions culturelles. Donc il y a tout un système de liste de bénévoles qui est créé, il y a des mises à jour. Certaines organisations vont être plus ou moins organisées sous la forme d'entrevues téléphoniques pour valider les intérêts, etc. Et aussi l'état de santé, parce qu'il y a beaucoup de femmes âgées, donc on veut s'assurer qu'elles vont pouvoir assurer le contrôle, enfin leurs prestations dans un espace où il y a quand même du public, où il faut rester debout, etc. Et aussi la disponibilité, parce que c'est un engagement qui demande du temps malgré tout. Et généralement, on peut être appelé, etc. Puis en fonction des saisons aussi, il faut être prêt à bouger, prêt à se déplacer dans des serres ou des choses comme ça. Donc tout un système de sélection très organisé finalement et parfois selon l'organisation très pointu. Voilà pour la suivante. J'essaie de respecter mon temps. Pareil pour les stratégies de fidélisation, c'est extrêmement. Enfin, on voit des choses comme un programme de reconnaissance. Et même, par exemple, je me rappelle dans le festival Juste pour rire, à un moment donné, les jeunes peuvent carrément augmenter dans leur rôle et devenir coordonnateurs. Donc, il y a une volonté d'aller chercher des jeunes et de leur apprendre à s'insérer dans le milieu du travail via le bénévolat. Et donc, il y a tout un programme comme ça qui est mis en place pour valoriser les personnes et les reconnaître dans leur évolution comme bénévoles. Il y a un peu une carrière de bénévolat dans certaines institutions qui permet de débuter d'un simple participant à une sorte de professionnalisation, mais pas loin, voire jusqu'à l'engagement au niveau du CA, etc. Euh, c'est important aussi d'avoir toujours un responsable. Donc, tous ne sont pas pareil organisés autour d'un responsable, etc. Mais quand il y en a un, on voit que les conditions sont favorables à la fidélisation. Toujours d'adapter les tâches et les responsabilités selon les forces et les préférences. Donc, c'est demander aux bénévoles sur quoi ils se sentent à l'aise de travailler et tout un système classique d'organisation, de calendrier, d'horaire, pour quand même, malgré la pression de répondre au public, de leur donner quand même une forme de liberté parce qu'ils ne sont pas là pour travailler, ils sont là pour rendre service, pour s'engager dans l'institution. Donc voilà. Et parfois, certains vont développer tout un système de recrutement, de rétention qui tiennent compte à la fois des enjeux stratégiques de l'organisation et du bassin auquel ils ont accès. Voilà pour la fidélisation en deux. Il reste 2 minutes, c'est bon, je vais conclure. Fidélisation en deux, je passe à la prochaine diapositive. J'attends pour la deuxième. Excuse-moi, on a perdu la souris. Ouais, c'est pas grave. C'est une souris infidèle. Ouais, c'est échappé. Et pareil, toute l'idée, en fait, c'est vraiment de jouer sur le temps, sur les postes, sur les exigences, compte tenu qu'il y a une variété de types de bénévoles, d'âge, de conditions physiques. Et après, l'idée, c'est bien sûr aussi de faire un sondage pour savoir ce qui fonctionne pas. Ça, c'est des grandes généralités, mais c'est des stratégies qui, quand on a rencontré les uns les autres, c'était intéressant parce qu'ils se partageaient leur manière de faire et ont pu s'inspirer les uns les autres. Prochaine diapo. Je pense que j'ai fini après ça. Ah non, les psychologies sociaux. Ben, il y a 4 types de bénéfices pour les bénévoles, on va aller vite. Il y a des bénéfices psychologiques, sociaux, matériels et fonctionnels. Donc, on va passer à la diapo suivante et ça va être redéveloppé par les autres. Donc, on voit que beaucoup ont envie de s'engager parce qu'ils vont apprendre, ils vont être stimulés intellectuellement, ils vont se sentir valorisés, surtout quand ils font affaire avec des enfants et que d'un coup leurs yeux s'éveillent à la lecture d'un nouveau texte et puis ils veulent vivre leur passion, ils veulent vraiment, donc ils veulent contrer leur solitude et ils ont vraiment le besoin de redonner au suivant et le besoin de sentir qu'ils contribuent à la transmission culturelle du patrimoine québécois. Donc, il y a vraiment une fierté d'être associé à un événement, d'autant plus si c'est un événement d'envergure. Donc, tous ces besoins-là sont exprimés de manière globale par tout le monde. Pour le prochain, sociaux, c'est l'idée de pas être isolé. On voit que c'est beaucoup des femmes âgées. Donc, l'idée ou alors des artistes qui n'ont pas pu, qui font ça dans leur garage et qui d'un coup peuvent être en lien et tout ça. Donc, le besoin d'être dans un réseau, d'avoir une ambiance et un esprit de communauté
la création de clubs, etc., le réseau d'amis. Pour les enjeux suivants, ces enjeux matériels, donc c'est sûr qu'ils participent à des activités, il y a des pique-niques, ils ont des collations, il y a des cadeaux, des billets, etc., des récompenses qui sont là, des prix de présence et d'engagement. Donc il y a tout un système de récompenses qui est mis en place et même parfois la rencontre privilégiée avec des auteurs, des conférenciers, des artistes. Et enfin, le dernier, fonctionnel, pour certains, c'est carrément une opportunité professionnelle parce qu'ils vont aller chercher de la formation sur le terrain au lieu d'aller à l'école pour, par exemple, l'organisation d'un événement et ainsi, ou la réalisation de politiques, etc. Et ainsi, ils vont pouvoir aller chercher de nouvelles compétences professionnelles à travers le bénévolat et pouvoir peut-être sauter d'un milieu à l'autre au niveau secteur culturel ou augmenter dans leurs fonctions parce qu'ils ont eu des responsabilités comme bénévoles qui leur ont donné ces nouvelles compétences. Tout ce qui est de vivre l'expérience, de vivre un événement, de mettre une activité qui demande beaucoup de temps, même si c'est éphémère, et de voir tout d'un coup l'explosion lorsque c'est mis au jour devant le public. L'insertion sociale, tout ça sont des éléments, le choix de son horaire, et de même pour certains de faire un parcours de visite selon leur choix, leur connaissance est un véritable plaisir, et surtout aussi pour certains de s'adapter au public, parce qu'il y a des publics internationaux qui ont une autre histoire que la nôtre, et de construire les activités autour de l'histoire des publics pour les ramener à l'histoire du Québec leur suscite énormément de plaisir. Voilà pour les éléments. Voilà, donc comme j'ai dit, voilà, les enjeux soulevés. Non, c'est bon, on peut passer, je l'ai déjà dit. Ben, c'est le problème parce qu'il y a des employés, donc il faut trouver un juste équilibre. Des fois, il y a des enjeux de communication avec les bénévoles, même dans le soutien et l'accompagnement. Il y a un véritable enjeu de recrutement et de rétention. Vous avez compris que les personnes sont très âgées souvent. Et la pandémie, justement, a mis à mal tout le secteur du bénévolat. Mais ça va être développé par la suite par Julie Maroc. Voilà, c'est bon? Super, merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Julie. Tu l'as compris? Merci. Ben, en fait, rapidement, parce qu'on a fait des entretiens de groupe, en fait, des entretiens de groupe auprès de bénévoles, puis d'autres auprès de non-bénévoles en culture. Donc, ce qui est important de savoir, c'est dans les entretiens de groupe, autre de présenter les entretiens qu'on a fait auprès de gestionnaires d'organisations, donc entretiens exploratoires. Maintenant qu'on avait plus de matériel, on a pu faire des grilles d'entrevue, puis faire des groupes de discussion. Donc, 22 bénévoles ont été rencontrés dans le cadre de 5 groupes de discussion. Donc, on visait à la fois, vous avez vu aussi dans les entretiens exploratoires, c'est pas que c'était biaisé, mais c'était des grosses organisations. La plupart des organisations très importantes. Donc, on s'est assuré dans les groupes de discussion d'avoir vraiment une diversité dans les petits et les plus gros organismes pour essayer de voir de tout horizon où il pourrait y avoir du bénévolat en culture. Donc, ce sont les organisations qu'on est allé voir. On peut quand même passer rapidement, mais plusieurs festivals, il y a des musées là-dedans, des centres de l'université, donc jardin botanique également, folklore, histoire. Donc, on essaie d'avoir vraiment une diversité. Ce qui est important de savoir, en fait, pour eux, ceux qu'on a rencontrés en entrevue de groupe, ben, il y avait un besoin dès le départ, avant même de faire du bénévolat. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un besoin de vivre leur passion. Donc, ceux qui sont, par exemple, bénévoles au jardin botanique, c'est des passionnés d'horticulture. Même chose pour le musée, passionnés d'art, etc. Donc, c'est une passion qui se poursuit à travers l'action bénévole. Donc, puis, ils veulent aussi continuer à mobiliser des compétences, puis à les développer. Des compétences qui avaient déjà dans le cadre de leur travail, mais qu'on veut pousser un petit peu plus loin. Puis, souvent, ben, ce sont aussi les parents que souvent on vient avec le bénévolat des jeunes ou des moins jeunes, avec des valeurs transmises par les parents, par l'entourage, donc qui, eux ont vu leurs parents faire, donc souhaitent en faire également à travers ça. Donc, ce lien-là se retrouve dans les résultats. Raison de s'engager, ben, il y en a quelques-unes. Donc, les raisons plus émotives, besoin d'avoir une soupape, s'engagent parce qu'ils ont un accès privilégié à des œuvres, à des artistes, évidemment, selon le bénévolat. Donc, par exemple, au jardin botanique, ben, on peut se promener dans le jardin comme on veut. Donc, on a accès privilégié que les autres préparatoires.
Évidemment, les liens sociaux, on sait très bien que le bénévolat est générateur de liens sociaux. Donc, ça, c'est extrêmement important. Aussi, le fait de se sentir appartenir à une gang, des amis du musée, des amis du jardin, etc. Donc, on est dans un... Ou même à plus petite échelle, là, quand on prend juste centre d'histoire, généalogie, ben, aussi dans le sentiment d'appartenance. Des raisons plus personnelles aussi, donc apprendre, se développer personnellement, puis professionnel, mais surtout chez les plus jeunes qui, il y a un apprentissage, mais dans le but de garder leur CV. Puis on a vu ça dans surtout dans, oui, au niveau des groupes de discussion, mais aussi dans les entretiens dont on nous parlait, où, entre autres, il y avait des comités, des CA aussi, où il y avait des jeunes qui voulaient, c'était prisé de faire partie de Culture Montréal. Je crois que c'était prisé, ça. Oui, c'était prisé de faire partie du CA pour le CV, entre autres, pour le réseautage. Donc, c'est beaucoup aussi. Aussi des raisons, mais dans les raisons personnelles, on précise que bon, ça réfère au fait de retirer la reconnaissance personnelle, aussi trouver un équilibre entre la famille, le travail, la retraite. Donc, ça permet aussi d'agir dans le milieu concrètement, d'être acteur dans le milieu de la culture. Puis professionnel, on parle encore mobiliser des compétences, explorer des secteurs de la culture, en connaître davantage sur la culture. Ce qui les empêche d'en faire plus, bien, à la fois des réalités opérationnelles, donc on dépend, l'organisation d'événements, bien évidemment, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, ça peut être difficile de gérer l'action bénévole dans tout ça. Ça dépend de la fréquentation, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de personnes, est-ce que la saison, la météo, on le sait très bien, donc ça peut être des vecteurs qui font en sorte qu'on a moins accès à des bénévoles, plus une année, moins l'autre. Il y a aussi la réalité personnelle des bénévoles. Donc, en côté d'administration, c'est plus difficile pour la plupart des organisations d'avoir des bénévoles, puis c'est un engagement avec plus d'efforts, plus à long terme. L'autofinancement aussi, donc recherche de fonds constamment pour gérer l'organisation. Donc, à travers ça, il y a la gestion de bénévoles qui sont tout ça difficile. Le type de bénévole aussi, qui diffère selon le secteur, au niveau de qualification, on parle beaucoup de professionnalisation de l'action bénévole, des organisations, oui, du bénévolat, mais aussi des bénévoles. Donc, on demande de plus en plus des qualifications aux bénévoles pour nous donner un coup de main dans tout ce qui est gestion. Puis, ben, souvent, on s'engage pour justement, quand on est enseignant, entre autres, on s'engage pour l'activité bénévole en culture, parce qu'on est passionné de culture, passionné d'horticulture, peu importe. Puis en bout de ligne, on se retrouve à faire de la paperasse ou des activités plus administratives qui fait qu'on ne peut pas voir B de notre passion, la raison pour laquelle on voulait au départ. D'autres choses aussi, bon, la gestion de l'engagement et de la motivation des bénévoles. Donc, ce n'est pas toujours évident de tenir mobilisés, de tenir nos bénévoles mobilisés. Donc, certains milieux impliquent une formation qui demande une rigueur, donc formation qui peut être lourde aussi. Donc, puis la mise en place d'activités se fait toujours sur le long terme. Les bénévoles, de plus en plus, veulent des projets plus épisodiques, spontanés, ponctuels, sur un projet en particulier. Donc, le long terme est moins utilisé. Puis, je dirais aussi, bon, le renouvellement, le maintien au niveau d'engagement, le défi du renouvellement. C'est à la fois un défi parce que le recrutement est plus difficile, la fidélisation aussi, mais on va le voir là, en culture, ben, les gens restent longtemps. Il y en a qui sont là 20 ans dans ce qu'on a pu voir dans le résultat. Donc, ça pose un méchant défi de relève. Puis, ben, c'est ça, revaloriser la place des aînés dans le bénévolat, malgré qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, spécificité du bénévolat en culture et loisirs culturels. En fait, on leur a demandé dans des groupes de discussion qu'est-ce qui est différent du bénévolat en culture, loisirs culturels en le mettant ensemble, comparativement à d'autres secteurs, que ce soit en loisirs, que ce soit communautaire, que ce soit en santé. Certains n'en voient pas, disent bon, il n'y a pas de différence, c'est du bénévolat, que ce soit d'un secteur à l'autre, c'est la même chose. Mais d'autres précisent qu'il semble que c'est plus agréable et plus ludique de le faire, par exemple, en culture, comparativement à la santé, auprès des personnes, par exemple, en centre hospitalier. La passion est très importante aussi. La formation, on parle de formation continue, de partage des connaissances qui sont rendues possibles.
aussi, ben, le plaisir d'échanger avec les visiteurs, parce que c'est souvent dans le bénévolat culture, pardon? Dans le bénévolat culture, on est souvent acteur, en fait, de notre propre bénévolat. Donc, bref, le bénévolat devient notre loisir, si on veut. Puis là, ben, ça permet, entre autres, d'échanger avec les visiteurs. Puis, c'est ça, de mettre en contribution notre savoir. Donc, être acteur de notre propre bénévolat, notre propre loisir. Puis, il y en a qui précisent que c'est le parent pauvre par rapport au bénévolat dans d'autres secteurs. Il existe des bénévoles en engagement total, des activités culturelles pour que les organisations survivent. Donc, je trouve que le bénévolat en culture, ça peut être un engagement qui est lourd. Puis, d'autres, toutefois, disent ben, c'est bien parce que, justement, on voit plus des côtés positifs là, au bénévolat en culture. Entre autres, être en contact avec les artistes, les professionnels, l'horticulture, peu importe, c'est notre passion, puis on rencontre des personnes qui, justement, sont des experts dans le domaine qui nous passionne. Donc, ça, c'est un privilège qu'on trouve très agréable. Ça, puis on précise que la culture, c'est un milieu ouvert sur la diversité. Donc, ça aussi, c'est une force de tout ça. Puis, ben, je terminerai en disant que les participants sont souvent eux-mêmes des grands consommateurs de culture. Donc, les bénévoles, eux-mêmes sont consommateurs de culture, donc en mangent, puis veulent s'impliquer du même coup pour cette cause-là qu'ils aiment. Les membres de CA sont souvent plus âgés que les bénévoles sur le terrain. Donc, on précise d'ailleurs que c'est difficile d'être sur un CA aussi, puis faire un cours sur les jeunes, c'est un engagement à l'interne. Puis le recrutement se fait essentiellement à l'interne des organisations qu'on a pu voir, donc auprès des gens de la famille ou d'autres organisations semblables ou à l'intérieur même des membres. On va chercher des gens pour le CA. Puis c'est la passion, en fait, qui est vraiment au fondement de l'engagement bénévole dans nos culturelles. On retient également ça. Donc, je serai la parole pour l'entretien auprès des non-bénévoles. Ben oui, c'est ça. Dans notre projet, on avait aussi une phase de recherche auprès des non-bénévoles. Donc, on a fait des entretiens avec des personnes qui sont des non-bénévoles en culture. Donc, ils peuvent être bénévoles, mais dans un autre secteur ou non-bénévoles tout court. Donc, on avait vraiment des profils variés. Des gens sur le marché du travail, des gens à la retraite, des plus jeunes, avec, justement, ceux qui sont sur le marché du travail, vous êtes tous dans différents secteurs. Donc, on a essayé d'aller chercher une diversité là aussi, et aussi sur le plan du territoire, que ce ne soit pas tous des gens de la même région. Donc, on avait vraiment des enjeux liés au recrutement et à la rétention. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va aller voir un peu ceux qui n'en font pas ou qui n'en font pas dans ce domaine-là, qu'est-ce qui les en empêche. Donc, quand on leur a demandé qu'est-ce qui fait que vous vous engagez, par exemple, comme bénévole, mais pas en culture. Donc, ce que les gens nous répondent, c'est, mon engagement il est lié à ma réalité. Exemple, si quelqu'un a dans son entourage une personne qui est malade et qui a besoin de soins, il va prioriser le secteur de la santé pour faire du bénévolat, pour s'engager, parce que ça touche quelqu'un qui est proche de lui, donc ça touche à sa réalité. Il y a d'autres personnes qui vont dire, moi, j'ai le goût de redonner à la société. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le bénévolat, cette idée de j'ai bénéficié et maintenant je souhaite redonner. Donc, on veut redonner, mais souvent, c'est un domaine duquel on a profité aussi, qui n'est pas nécessairement toujours celui de la culture. Il y a des gens aussi qui vont dire, j'ai été référé par un ami, on m'a dit, il y a quelqu'un qui fait un projet, il aurait besoin de toi là-dessus. Puis, ça a juste à donner que ce n'était pas en culture. Donc, parfois, c'est un concours de circonstances. Si les personnes ne sont pas... il n'y a pas d'aversion envers la culture. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ça, mais des fois, ils vont dire, c'est juste un concours de circonstances. Mais si on m'avait demandé, j'aurais pu aller là aussi, plutôt que, par exemple, en santé ou dans un autre secteur. Vous allez voir, je vais parler de santé parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient très engagés dans les entretiens au niveau de la santé. Il y a des gens aussi qui ont dit, quand je m'engage, j'ai vraiment besoin de sentir que je fais une réelle différence, que je réponds à un besoin et que je suis utile. Fait que si je m'engage en santé, si je m'engage à aller servir des repas à des itinérants, je sais que je fais une différence qui est importante, voire capitale dans la vie de ces gens-là.
Puis je n'ai pas cette impression-là en culture. Je n'ai pas cette impression d'urgence, je n'ai pas cette impression de répondre à un réel besoin. Donc, ça, c'est des raisons qui amènent les gens à s'engager, mais des fois dans d'autres secteurs. Donc, si on prend justement l'importance des besoins du milieu puis de se sentir utile, ils vont dire, bien, dans le secteur de la santé, je le sens vraiment que je fais une différence. Les besoins sont beaucoup plus essentiels que ce que je vais retrouver en culture. Même si je ne suis pas apte à donner des soins, à intervenir directement auprès des gens, je sais que si je fais une journée à faire de la paperasse, même si je n'aime pas tant ça faire de la paperasse, bien, je libère du temps à ceux qui ont les compétences pour prendre soin des gens et on me remercie. Des fois, c'est comme si je fais un appel pour voir si quelqu'un est correct. C'est comme si je venais de sauver le monde. Ils se sentent vraiment très utiles. C'est très valorisant pour eux de faire ce bénévolat qui soit ne connaissent pas ce volet-là pour la culture ou ne retrouvent pas ça en culture. Ils ont vraiment le besoin aussi de poser des actions concrètes puis de voir un résultat tangible rapidement. Je sers un repas à quelqu'un qui n'a rien à manger. Il mange, il est heureux, il me dit merci, j'ai fait une action, c'est bon. Je travaille pour un jardin communautaire, je plante, on récolte, on partage, c'est concret, c'est tangible. Ils ont aussi un désir très fort de mettre à profit leurs compétences et leurs connaissances pour une cause qui leur semble essentielle, comme l'éducation, le soutien aux personnes âgées. Puis c'est un volet qu'on leur vend moins sur le plan culturel. L'importance de la culture, comment la culture pourrait aider, par exemple, dans la santé, comment la culture peut aider au niveau de l'éducation, au niveau du bien-être, etc. C'est un volet qui est méconnu pour eux. Ensuite de ça, je vais juste me placer ici parce que sinon, je ne vois pas. Bon, ensuite, il y a des aspects qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, il y a des participants qui nous disent, ben, en fait, moi, j'ignorais qu'on pouvait faire du bénévolat en culture. Par exemple, en santé, on va voir des affiches, engagez-vous, venez nous aider, on recrute. Ils disent, ben, moi, je ne vois jamais ça en culture. Ils ne voient pas d'appel au bénévolat dans le secteur culturel. Il y a des jeunes qui vont nous dire, ben, moi, j'aimerais ça m'engager, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je ne vois rien là-dessus sur les réseaux sociaux. Il y a une femme qui mentionne, je travaille dans un centre d'action bénévole dans ma région et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait du bénévolat en culture, sinon je ne l'aurais jamais su. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, dans ma ville, la culture se porte bien. Alors pourquoi je serais bénévole en culture? Tout va bien, je vais plutôt m'orienter, ou c'est l'image qui est projetée, pourquoi je m'engagerais là plutôt qu'ailleurs? On a des gens qui vont dire, ben, je ne sais pas ce que je pourrais faire en culture. Ils connaissent leurs compétences, mais ils ne connaissent pas les tâches à faire en culture, donc ils ne savent pas s'ils ont les compétences requises. Fait que ça, c'est quelque chose qui est une de nos recommandations, c'est de bien faire connaître, premièrement, qu'il y a des besoins dans le bénévolat en culture, mais de bien faire connaître les tâches et les compétences associées qu'on recherche. Parce que l'autre aspect qu'on voit, c'est que les gens sont très formés. Les gens sont très scolarisés. Les bénévoles, puis on a regardé du côté du sport, ou loisirs et sport aussi, c'est des gens, c'est pas rare qu'il y ait un diplôme universitaire. C'est des gens qui sont scolarisés, qui sont capables d'apprendre, mais c'est comme si quand c'est le temps de parler de culture, ils ont l'impression de ne pas être suffisamment formés ou ils ont l'impression que pour être bénévole en culture, ils devraient aller chercher encore plus de formation, alors que quand ils sont bénévoles dans d'autres secteurs, ils sont quand même formés, mais c'est comme s'ils se disent « Ah, ça, je ne suis pas capable, j'ai l'impression que je pars de trop loin. » Ils ne voient pas non plus les transferts qu'ils peuvent faire. Par exemple, un comptable peut être comptable dans n'importe quel genre d'organisation, mais c'est comme s'il ne voit pas que, oui, son expertise peut être bénéfique en culture aussi, alors qu'il ne se pose pas la question de cette transférabilité des connaissances et des compétences pour d'autres secteurs. Mais quand on parle de culture, là, ils la remettent en question. Il y a aussi l'impression d'un cercle fermé. Tantôt, Aude en parlait de cette espèce, puis je aussi en disant les gens s'engagent pour longtemps. Le fait qu'il n'y ait pas de recrutement public, le fait que ça soit toujours, ou en tout cas souvent les mêmes, des personnes qui s'engagent sur le long terme, ça fait qu'on n'entend pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de postes ouverts, entre guillemets, d'une certaine manière. Si ça fait 20 ans que tu es sur un conseil d'administration, c'est beau, il y a une continuité, mais on n'entend pas parler souvent de renouvellement, donc ça crée une difficulté supplémentaire au recrutement. Ils disent aussi que quand ils veulent s'engager en culture, ils ne savent pas où chercher, ou il faut qu'ils fassent tellement de recherches pour y arriver qu'à un moment donné, ils disent « Ah, c'est trop compliqué, ils ne doivent pas avoir besoin. » Ou ils ont l'impression de ne pas faire partie du réseau, donc ils ne seront pas sélectionnés.
Il y en a d'autres aussi qui ont l'impression, ils ont besoin d'être actifs, ils ont besoin d'être engagés physiquement puis d'œuvrer dans un domaine utile, voire essentiel, j'en parlais tantôt. Et selon la perception qu'ils ont du milieu culturel, le milieu ne peut pas répondre à ce besoin-là. Il y en a d'autres qui vont dire aussi, bon, c'est comme du bonbon, c'est pas essentiel. Donc, ils ne voient pas, ils disent que la culture, c'est important, mais pour eux, il leur manque comme une information pour être capable de franchir le pas. Ils ne voient pas nécessairement comment leur engagement peut donner des résultats tangibles. Ils ont de la misère à voir comment le bénévolat en culture peut combler les besoins, leurs besoins d'aider son prochain. Puis, il y en a beaucoup qui aiment ça, travailler seul, puis ont l'impression que quand tu fais du bénévolat en culture, tu es forcément dans une foule ou avec beaucoup de gens, puis il y en a qui sont moins à l'aise dans ce contexte-là. Donc, il y a toujours la question du temps aussi, du temps dont on dispose. Des compétences plutôt. Ils ont l'impression qu'ils sont loin de leur champ de compétences. Ils ont l'impression que c'est un secteur qui est très structuré, très organisé, donc ça prend des compétences, ça prend de la formation, alors qu'ils ne se posent pas nécessairement ces questions-là pour d'autres secteurs. Il y a aussi la question de la reconnaissance. Il y a les critiques de la reconnaissance qui fait qu'ils n'ont pas nécessairement le goût de s'engager ou de s'engager à nouveau. Je prends l'exemple d'une femme qui est engagée dans une chorale de petits chanteurs. Elle dit, la journée est très longue, on arrive à 7 heures, il faut s'assurer tout au long de la journée que les enfants restent propres, qu'on fait les générales, les tests de son, les ci, les ça, les journées se terminent très tard. On fait de notre mieux tout au long de la journée, on finit par attendre les parents au coin de la rue pendant 1 heure, puis on se fait dire par les parents que ça finit bien trop tard, puis ça aurait été le fun que ça finisse plus tôt. Fait que pour eux, c'est un peu décourageant, alors que cette femme-là investissait 400 heures par année et 1 semaine de vacances pour son engagement. Bien sûr, l'organisation fait de la reconnaissance, mais ça ne semble pas pallier le mauvais côté qu'elle reçoit aussi, par exemple, des parents. Qu'est-ce qui pourrait susciter leur intérêt? Bien, faire, dans leur cas, en tout cas, de faire ressortir le lien entre la santé et la culture, de montrer en quoi la culture est bénéfique pour la santé mentale, l'expression, comment on peut avoir du plaisir à s'engager en culture, l'importance de redonner, l'importance de le demander aussi. Il y a toute la question d'initier les enfants aussi, comme les adultes ont l'impression qu'ils ne trouvent pas leur place, bien, il y a beaucoup de bénévoles qui veulent initier leurs enfants. Fait que si eux, comme adultes, ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place, bien, la perspective de bénévolat familial est plus moins envisageable, disons, pour eux. Voilà. Fait que, en somme, pour ce volet-là, je vous dirais que les non-bénévoles en loisirs culturels, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais parfois c'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas quelles sont les tâches pour lesquelles on a des besoins, puis ils ne voient pas comment leurs compétences pourraient bien répondre aux besoins. Vous voulez conclure? Oui, certainement. En fait, ben, il y a certaines recommandations que vous devinerez avec ce qu'on a pu voir là, avec partie présentée. En fait, c'est d'exprimer clairement les besoins culture, parce qu'on a vu que certains ne savaient même pas qu'on pouvait faire du bénévolat en culture. Donc, on constate que c'est peut-être inaccessible. Donc, c'est important de faire valoir ces besoins-là. Prévoir la relève, notamment peut-être avec des règles de gouvernance qui favorisent le renouvellement. Tu sais, c'est pas rare que justement dans nos différents entretiens, puis dans que ce soit exploratoire ou de groupe, qu'on nous dise, bien, on a des membres de CA qui sont là, j'ai dit tantôt, mais depuis 10, 15, 20 ans. Donc, ça fait un milieu très hermétique. Donc, peut-être prévoir des règles de gouvernance en ce sens-là ou un renouvellement de certains postes. Préciser les compétences et les connaissances requises, bref, pour faire en sorte que les gens n'aient pas peur d'aller faire du bénévolat en culture parce qu'ils pensent que ça demande une expertise énorme, quand dans le fond, ben, certains milieux, bon, peut-être oui, dans certains cas où, par exemple, au musée des Beaux-Arts, on doit suivre une formation à Concordia, une formation à Château-Laurier, etc., mais dans d'autres milieux, pas du tout. Donc, ça, bien de faire savoir. Diffuser les bienfaits de la culture, justement, pour la santé, Marie-Claude le disait, donc énormément de bienfaits. Puis, recruter auprès des personnes immigrantes notre volet quantitatif qu'on n'a pas présenté, mais nous informe que 95% des bénévoles, donc de ceux qu'on a questionnés, sont nés au Canada. Donc, l'immigration, ça ferait peut-être
c'est un gros bassin de recrutement, là, justement. Le bénévolat, on sait que c'est un vecteur d'inclusion, d'intégration. Donc, voilà, ce serait une belle façon, une belle voie. Concevoir des formations qui sont différentes, qui répondent à tout type de demande selon le type de bénévolat qui est demandé, adapter les heures, bon, ça va de soi. Puis, aussi, pour plusieurs auteurs, ben, plusieurs disent justement que ceux qui font du bénévolat en culture sont eux-mêmes des consommateurs de culture. Donc, voilà un beau bassin encore là de recrutement. Donc, c'est des belles opportunités pour l'ensemble de la population. Plusieurs bénéfices, on l'a vu tout à l'heure. Puis enfin, ben, cette étude-là mène à un autre volet avec le RABQ qui, maintenant qu'on a regardé le bénévolat en culture, nous demande de regarder le bénévolat plus spécifiquement en tourisme. Donc, c'est une ouverture à partir de là. Et là, on se pose de belles questions sur la différence entre bénévolat en culture et tourisme, où c'est de la culture, puis un événement, c'est bénévolat en culture, bénévolat en tourisme, ça dépend de la grosseur de l'événement, etc. Donc, on en est là actuellement à réfléchir sur le bénévolat en tourisme et différents secteurs dans lesquels ça se fait. Parce que là, il y avait peu d'études sur le bénévolat en culture, mais là, il y en a très, très peu sur le bénévolat en tourisme, notamment. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Un énorme merci à nos trois participants. C'était super intéressant. Donc, j'inviterai les gens en présentiel et en ligne à lever la main s'ils ont des questions. Oui, Marie-Claude? Oui, merci beaucoup pour la présentation vraiment intéressante. On comprend que c'est un secteur nouveau d'intérêt pour la recherche. J'ai une question pour vous. C'était justement sur les derniers éléments qui sont sortis. C'était le lien entre les pratiques artistiques en amateur et la propension à s'engager dans un secteur culturel, artistique ou culturel précis. Je me demandais, vous avez dit que ceux qui consommaient de la culture avaient tendance à s'impliquer dans le secteur culturel comme bénévole, artistique et culturel comme bénévole, mais est-ce que au niveau de la collecte des données dans le profil sociodémographique, il y a cette variable-là que vous avez tenté d'aller chercher pour voir si ces bénévoles-là font déjà ont des pratiques artistiques en amateur, un peu comme je pense que c'est Pronovo qui avait établi ce lien-là, en tout cas au Québec, en 2002, là, dans une enquête sur les pratiques culturelles dans différents pays. Puis il avait dit, il y a un lien là, qui peut s'observer entre les pratiques artistiques en amateur et la fréquentation culturelle. Donc, merci beaucoup. Ben, je peux y aller, si vous voulez. Effectivement, il y a un lien. Puis nous, on l'a pas pu l'établir directement parce que dans le volet quantitatif de notre enquête, on a eu la chance de pouvoir se greffer à l'enquête générale sur le bénévolat. Donc, on a pu intégrer des questions sur l'engagement bénévole en loisirs culturels, ce qui nous a permis de pouvoir faire des comparaisons avec des personnes qui sont engagées dans d'autres secteurs. Donc, c'est une très belle opportunité, mais il y a aussi qu'on on ne pouvait pas ajouter un nombre indéfini de questions parce que c'était un questionnaire qui était déjà quand même assez long, mais c'est effectivement un lien qu'on a vu dans plusieurs enquêtes, notamment quantitatives. Je pense entre autres aux enquêtes sur les pratiques culturelles au Québec. Donc, oui, Pronovo en a parlé au début des années 2000, mais même dans les décennies qui précèdent, c'est un lien qu'on voit vraiment entre la pratique culturelle puis l'engagement culturel, c'est-à-dire que plus les gens sont actifs et consommateurs de culture, plus ils vont avoir tendance à s'engager, plus ils en font aussi. Tu parlais des pratiques en amateur, puis tu as tout à fait raison. Plus ces gens-là vont avoir tendance à s'engager bénévolement aussi. Mais c'est un aspect qu'on va voir aussi dans le sport, dans le bénévolat en sport, par exemple. Les parents sportifs vont s'engager bénévolement pour coacher ou arbitrer des parties jouées par leurs enfants. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en culture aussi, qui amène aussi d'autres questions, c'est-à-dire l'importance de continuer à promouvoir l'engagement, encourager les pratiques en amateur parce qu'on voit que ça a des répercussions pour l'individu, mais ça a des répercussions sociales puis sur d'autres secteurs aussi. Tout à fait. Merci vraiment. Merci beaucoup. Je pense que Aude veut ajouter quelque chose. Oui, Ouais, oui, je vais dans le même sens que Marie-Claude. On a eu, il y avait des cas, par exemple, des personnes qui s'intéressent au festival de musique
Généralement, les personnes qu'on a rencontrées font de la musique eux-mêmes. Donc, et ils sont contents justement de se retrouver. Et il y a des personnes qui ont toujours aimé, par exemple, la peinture, ont toujours aimé la botanique, etc. En ont fait peut-être quand ils étaient petits, puis après, le choix professionnel les a orientés vers autre chose. Et ils renouent, soit parce que ils renouent au moment de la retraite pour reprendre cette pratique amateur qu'ils avaient avec leur famille. Ça, on l'a entendu plusieurs fois. Mmh. Merci. Je vais peut-être y aller d'une question. J'ai beaucoup aimé votre présentation, j'ai trouvé très complète et puis j'ai aimé aussi la manière dont vous avez comparé quand même des bénévoles et des non-bénévoles parce que c'est un aspect qu'on laisse parfois dans le monde. J'ai aimé beaucoup les commentaires aussi par rapport au secteur du bénévolat auquel on pense tout de suite et dont la culture ne fait pas partie pour des raisons qui peuvent s'expliquer justement par les questions d'urgence et d'utilité sociale qui ont été mentionnées. D'ailleurs, juste une petite anecdote, justement dans la prise de retraite que j'envisage dans quelques années, je pensais faire ça du bénévolat, puis je n'ai pas du tout pensé en faire en culture. J'ai pensé en faire justement auprès des démunis et peut-être dans le domaine de la santé, mais pas du tout en culture, alors que je ne peux pas dire que je ne suis pas sensible à la question. Ça serait une belle expertise. Hein? Ouais, ça, c'est clair. Et en même temps, aussi, des fois, on veut sortir de ce qu'on connaît le Oui, plus. oui. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous avez étudié, c'est la question du cercle fermé. Oui. Et j'aimerais savoir de votre part si on est uniquement dans quelque chose qui est de l'ordre de la perception, euh, c'est-à-dire ce qu'on connaît tous, là, c'est-à-dire que la culture comme un endroit pas facile d'accès, qui est réservé aux happy few et tout ça, ou si vous voyez des responsabilités au sein des organismes culturels pour garder ça dans une sorte d'entre-nous. C'est un peu délicat comme question, mais ça m'intéresse particulièrement parce que il y a peut-être des tendances dans le milieu culturel à garder ça en primicile. J'aimerais ça vous entendre sur cette question-là. Je pense qu'il y a une question de perception. Ça, moi, ça me paraît clair. Puis il y a des stéréotypes qui ont la visure. Fait l'idée que c'est un milieu inaccessible pour certains, elle est fausse. Fait que je pense que oui, il y a une question de perception, il y a une question de, tantôt je le disais, il y a des gens qui sont très formés, leurs compétences pourraient être vraiment utiles au milieu culturel, mais ils ont l'impression que ce n'est pas encore assez. Fait qu'il y a vraiment, ils ont l'impression que je ne serai pas de niveau pour faire ça. Fait que je pense qu'il y a le côté perception qui est là. Je pense que ça ne se limite cependant pas à ça, que la question est plus complexe aussi. Tantôt, Julie l'a évoqué, la question de la gouvernance me semble importante aussi, parce que des fois, on peut se dire pour un milieu, c'est vraiment super, on réussit à garder nos bénévoles longtemps. Mais quand ça fait 20 ans que tes bénévoles sont là, ben, tu n'entends pas parler de l'organisation, c'est toujours les mêmes, il n'y a pas de renouvellement. Donc, oui, ça devient un cercle fermé. Puis, je pense qu'il y a la question aussi de on ne perçoit pas qu'il y a de besoin, on n'a pas d'appel à la population, ou en tout cas, ils ne se rendent pas aux personnes qui pourraient se sentir concernées. Fait que ça aussi, ça ajoute à ben, c'est un cercle c'est une frontière que moi, je ne peux pas franchir. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais je pense que c'est quand même certains éléments qui montrent que pour des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu, des gens qui ne voient pas nécessairement la nature des besoins ou comment ils peuvent être utiles, ça peut être une barrière suffisante pour ne pas y aller. Puis pourtant, ce n'est pas des gens, comme je le disais, ce pas des gens anti-culture, c'est des gens qui consomment de la culture. Tu sais, par exemple, dans les non-bénévoles, on a des gens qui sont des grands lecteurs, on a des gens qui vont au théâtre, tu sais, qui font beaucoup d'activités, mais qui ne voient pas nécessairement comment ils pourraient concrètement être utiles, même s'ils ont mentionné, bien, pendant la pandémie, j'ai vraiment compris comment la culture, c'est important pour la santé mentale. Tu sais, c'est comme s'il y a des déclics qui se font, mais il manque encore le pas pour aller de l'avant. Autre, voulais-tu compléter?
Je suis d'accord avec, complètement d'accord. Et puis, en fait, je complète, mais je réfléchis avec vous parce que, comme il y a vraiment une disparité dans les fonctionnements des lieux culturels, on parle d'écoles de danse, de festivals, de jardins, de musées, euh, et on voit, et même un festival de musique ou un autre de festival gastronomique, etc., les logiques sont vraiment très différentes. C'est pour ça que c'est complexe de dire qu'il y a de l'entre-soi. Moi, je me dis que oui, il y a des enjeux de perception, c'est clair. Peut-être en fonction du type d'institution culturelle, il y a plus d'entre-soi que dans dans une autre organisation. Ça dépend aussi qui ça rejoint comme public. Si c'est le public international, si c'est le public local ou si c'est les enfants, ben, il va pas y avoir du tout la même dynamique où même les bénévoles ne sont pas les mêmes et n'ont pas forcément. Donc il y a vraiment une complexité. On en a eu tout de suite conscience, mais on n'a pas pu aller finement, aller l'explorer. Et il y a aussi un autre enjeu, je pense que c'est un enjeu de visibilité. Je pense que la culture, quoi qu'on en dise, elle est peut-être moins visible dans notre quotidien qu'un hôpital, qu'un centre de loisirs, qu'un centre de sport, etc. Dans notre quotidien même visuellement, c'est peut-être aussi des choses qui font que on ne pense pas que ces institutions-là en ont besoin. On dit c'est pour les artistes, ou c'est même pas dans notre paysage. Je pense c'est hyper complexe en fait de répondre à ta question, Hervé, du fait de la diversité du secteur culturel et du type de bénévolat. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Julie, Marie-Claude. Ben, tu me fais même penser qu'il y a la question territoriale qui était ressortie aussi, que dépendant d'où on est sur le territoire, on voit qu'il y a plus ou moins de bénévoles qui s'engagent en culture. Par exemple, dans les grandes villes comme Québec, Montréal, les gens s'engagent moins en culture que dans les régions plus éloignées des grands centres. Puis même, on ne peut pas prendre ça comme un bloc monolithique parce qu'il y en a qui vont dire, ben, moi, je viens d'une petite place, mais dans ma ville, la culture va bien. Fait que je n'ai pas à m'impliquer. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, il y a plein de monde qui vont payer pour le faire, je n'ai pas à le faire. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, si on ne le fait pas, on n'aura rien. Fait que, il y a ça aussi qui peut, entrer en ligne de compte. Mais ben, je suis à 100% d'accord évidemment avec mes collègues, mais il y a quand même des organismes, des organisations qui sont assez fermées. On va évidemment parler musée des beaux-arts, ce sont des femmes souvent âgées qui, souvent les donateurs, les femmes donateurs de l'époque, les anglophones, on voit de plus en plus de francophones, mais on sent que ce n'est pas accessible pour tous, parce que notamment, ils doivent suivre une formation, qu'ils doivent débourser. Je ne sais plus le nombre de crédits, mais à Concordia, puis sur d'autres formations. Puis dans le musée, ben, ils ont plus de pouvoir que les guides eux-mêmes. Donc, comme bénévole, c'est ça, c'est Jardin botanique, c'est la même chose. Donc, oui, il y a des statuts, mais je ne dirais pas que c'est en majorité. C'est pas généralisé. C'est ça, pas du tout. C'est vraiment des institutions fortes, une historique aussi derrière ça. Expliquer. Au musée des Beaux-Arts, ce qui était intéressant et ce qui nous a, c'est que pour montrer à quel point il y a de l'entre-soi, c'est que quand les personnes sont trop âgées ou sont malades et ne peuvent plus jouer le rôle de guide bénévole, elles restent bénévoles, mais avec un autre statut pour garder leur réseau social. Donc, même après être parties du terrain, enfin de l'espace de visite, elles font quand même toujours partie du cercle. Donc, C'est vrai. Donc, il y a une question de prestige aussi qui est liée à ces questions-là, puis qu'on devrait peut-être prendre en considération, alors que dans d'autres formes culturelles peut-être moins légitimées, ça joue peut-être moins. Et que là, il y a peut-être un sentiment d'ouverture qui est peut-être plus grand. Ben, c'est peut-être une hypothèse qu'on pourrait peut-être au moins essayer d'explorer, là. Mais merci beaucoup. Je trouve que ça m'éclaire sur ces questions-là, qui sont des questions, vous savez, qui me tiennent à cœur, là. merci pour Donc, ben, l'invitation. merci beaucoup. Ben, c'était vraiment un échange très intéressant, très fécond aussi là, par rapport au bénévolat en culture. Et donc, je dois annoncer la fin du Midi Recherche. Donc, ben, je remercie tout particulièrement Aude Porceda, Marie-Claude Lapointe et Julie Fortier pour avoir participé à ce Midi Recherche. Donc, tous trois professeurs au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR. J'en profiterai aussi pour annoncer la table ronde
qui va se dérouler le 16 avril prochain, de midi à 13h au hall Gilles Boulet, et qui aura pour thème s'engager en faveur de la culture et des arts en enseignement supérieur, donc qui touche quand même à la thématique de ce midi recherche aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi les participants, les gens qui ont assisté à ce midi recherche en présence, et je remercie aussi tout le monde qui va nous écouter en ligne.